Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle conférence qui va traiter de la prévention en médecine, de la notion de prévention, et que nous avons décidé d'enregistrer de façon à assurer une meilleure qualité d'image, ce qui vous laissera pendant ce webinaire le temps de poser des questions par mail, auxquelles je répondrai, même si j'aurais plus forcément la même tête, parce que ce sera demain soir, aux questions. Donc l'enregistrement se fait la veille, et la fin de la conférence sera tournée le lendemain. Donc vous avez pendant la conférence le temps d'envoyer vos questions, de façon à ce qu'on puisse véritablement en direct après en discuter. On entend souvent dire qu'en Chine, le médecin n'était payé que lorsque le patient était en bonne santé. C'est peut-être un petit peu abusif. En fait, c'est parce que la médecine chinoise était une médecine impériale et qu'effectivement, le médecin de l'empereur était évidemment rémunéré pour que l'empereur restât en bonne santé. En tout cas, cela veut dire effectivement que la vocation de cette médecine, à l'origine, était une vocation préventive. On trouve dans les textes anciens de la médecine chinoise, notamment le Neiqing, 300 avant Jésus-Christ environ, des citations qui parlent de ça. On dit que lorsque l'on est malade, attendre que la maladie soit déclarée pour se soigner, c'est comme attendre d'avoir soif avant de creuser un puits, ou attendre que la guerre soit déclarée pour commencer à forger des armes. N'est-ce pas bien tard ? Donc, effectivement, dans ces ouvrages, le premier chapitre de ce livre, le Sowen, traite par exemple des préceptes qui permettent d'éviter de tomber malade. Donc un livre de médecine, un traité de médecine, remontant à 2300, 2500 d'ici, 2500 ans, nous dit que il y a des choses à faire pour éviter la maladie et éviter la médecine, éviter les médicaments, éviter les médecins. C'est bien un livre de médecine qui vous explique au départ comment éviter les médecins. Et cette prévention, on s'aperçoit dans ce premier chapitre qu'elle passe par les règles d'hygiène de vie. Donc il y a des choses à observer de la part des individus pour éviter de tomber malade. Et puis il y a des conseils à donner de la part des médecins, après avoir fait un diagnostic, pour dire à telle personne, vous devriez plutôt éviter de manger ceci, de manger plutôt cela, de vivre comme ci, d'éviter cela. C'est la première règle du médecin, d'enseigner aux patients l'art de ne pas tomber malade. Il existait, je ne sais pas s'il existe encore, des restaurants en Chine où, en fonction de votre typologie, c'est le cuisinier qui choisit le plat. Il y a traditionnellement cet esprit d'adapter les choses pour que les individus soient en bonne santé avant même de passer par la case médecine. La Chine a aussi inventé le principe vaccinal, la variolisation. Le roi Mithridate, bien avant, avait commencé à prendre un peu de poison de peur qu'on l'empoisonnât, mais les Chinois ont développé à une échelle véritablement d'un pays le principe consistant à prendre un petit peu, à inoculer un petit peu du moins virulent des agents pathogènes à des sujets en bonne santé pour leur permettre de fabriquer des défenses au cas où ils tombent malades. Donc le principe vaccinal n'est pas du tout inconnu de cette médecine, puisqu'il a été quasiment inventé par cette médecine, et il a été bien sûr affiné par la suite, notamment dans nos pays. Mais la variolisation, ça remonte au XIe siècle en Chine. Alors, chez nous aussi, je vous ai donné quelques petites introductions à propos de la médecine chinoise, mais chez nous aussi, on entend souvent parler de la prévention, de l'importance de la prévention. Il y a des campagnes de prévention en médecine. Mais peut-être que nous ne plaçons pas forcément la recherche ni la prévention elle-même au même niveau. Lorsqu'on entend par exemple parler d'une chimiothérapie préventive, lorsqu'on parle d'une opération préventive ou d'un traitement à vie donné dans un but préventif, on peut s'interroger sur le sens qu'on donne véritablement au mot prévention dans notre pays, dans notre médecine.
Alors, il faut peut-être se demander, mais qu'est-ce qu'on prévient vraiment? Et comment est-ce qu'on prévient? Qu'est-ce qu'on prévient? Les maladies. Celles qu'on ne souhaite pas contracter, qu'on ne souhaite pas voir survenir, ça va être des traitements prophylactiques en vue d'éviter une maladie, ou celles que l'on a déjà eues, mais qu'on ne souhaite pas voir revenir. Donc la prévention de récidive, la prévention de rechute. Donc la prévention d'une maladie, elle suppose de comprendre le mécanisme de cette maladie et son origine. Comment peut-on prévenir quelque chose qu'on ne connaît pas? Le docteur Leong donnait une image très fréquente, très parlante, en termes de maladie, de deux logiques possibles. Il disait, vous rentrez de vacances, et imaginons, vous trouvez des champignons sur les murs, vous avez deux logiques possibles de questionnement. Vous pouvez vous dire, tiens, qu'est-ce que c'est comme champignons? Mesurer les champignons, leur taille, leur nombre, les dénombrer, faire de l'imagerie, faire des photos, faire des prélèvements de ces champignons, faire des biopsies des champignons, et mettre au point un produit chimique pour tuer ces champignons, une fois qu'on sait de quel champignon il s'agit. C'est logique, c'est une logique. Il y a une autre logique spontanée qui peut venir, qui est de se dire, mais il fait froid, humide dans cette pièce. C'est pas son climat naturel, les murs sont humides. J'attends qu'il fasse chaud et humide pour partir aux champignons, mais c'est pas la peine que j'y aille, tant qu'il n'y a pas le climat, je sais qu'ils seront pas là. Donc, dans ce cas-là, on va ouvrir les fenêtres, on va remettre le chauffage en route, on va faire rentrer l'air, la lumière, et le climat va changer. Et les champignons vont disparaître, et on n'aura jamais su ce que c'était comme champignons. Combien il y en avait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ne reviendront pas. Donc, ces deux logiques sont très importantes, très différentes, parce que dans la première logique, la prévention va consister à continuer d'arroser avec du Roundup, publicité gratuite, ou de passer au lance-flammes les murs, pour pas que les champignons reviennent, pour faire revenir plus tardivement la rechute. Ça sera notre seule gloire. Mais on sait déjà qu'il y aura une rechute, que les champignons vont repousser. Entre-temps, on aura bien esquinté la pièce. L'autre logique, bien sûr, qui est peut-être plus lente, mais en tout cas, elle doit toujours rester en ligne de mire, c'est de se dire comment assainir les murs. Même si, temporairement, il faut que j'attaque les champignons, c'est autre chose qu'il va falloir que je fasse pour qu'ils ne reviennent pas. C'est pas les champignons eux-mêmes qu'il va falloir que je soigne. Assainir le climat qui règne dans l'individu. Donc, on a bien là deux logiques très différentes. Une logique qui, je dirais, est une logique de guerre. Vous savez, si tu veux la paix, prépare la guerre. Si vis pacem parabellum. Ça veut dire, on attaque les premiers. Comme ça, on sera tranquille. Et on continue d'attaquer pour pas que ça revienne. Donc, on va traiter préventivement la maladie elle-même, par des attaques répétées. Ou alors une logique qui consiste non pas à préparer la guerre, mais à entretenir la paix. Une logique, je dirais, plus hippocratique que pasteurienne. Primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Donc là, on va s'intéresser préventivement au traitement du terrain, pour éviter que la maladie ne surgisse ou ne ressurgisse. Vous voyez bien, ces deux logiques, on les retrouve dans nos deux médecines. La médecine occidentale a plutôt une logique de traitement d'attaque des maladies. La médecine chinoise, les médecines traditionnelles d'une manière plus générale, ont plutôt une logique, je dirais, hippocratique, parce que la médecine chinoise est contemporaine de celle d'Hippocrate, puisque la médecine d'Hippocrate en était aussi vers 500 avant Jésus-Christ. Et la philosophie était la même. Il y a une expression chinoise qui correspond au « portez-vous bien » des Français, sauf qu'en chinois, ça se dit « ne prenez pas de médicaments ». Ça montre que la notion de prévention ne passe pas forcément par l'idée de prendre des traitements. Si vous regardez autour de vous, des personnes âgées
qui ont la pêche, qui se portent bien, vous verrez, c'est généralement des personnes qui prennent rien ou pas grand-chose comme traitement. Les personnes qui ont des listes de médicaments infinis, généralement, ne sont pas en très bon état. Donc cette idée que la prévention passerait par la prise de médicaments régulière, importante, à vie, on verra peut-être un peu plus loin d'où elle vient, mais ce n'est pas vraiment ce que nous, on aura envie d'appeler de la prévention. Donc que ce soit en matière de prévention, comme de politique de prévention choisie, de niveau de prévention, la médecine chinoise et la médecine occidentale sont un peu comme le yin et le yang, elles sont opposées, mais en même temps, elles sont complémentaires. On a besoin de traitement d'attaque. On a besoin de traitement de terrain. Simplement, il devrait y avoir une complémentarité intelligente entre les deux systèmes. Et il n'est pas dit que le système d'attaque soit le plus favorable à la vraie prévention. C'est ça que je voudrais pouvoir démontrer par la suite. Une médecine qui a une visée préventive, elle se doit d'avoir une approche causale. Comme je vous l'ai dit, quand on veut prévenir une maladie, on est censé en comprendre le fonctionnement, l'origine, le mécanisme. On n'a pas l'intention de traiter uniquement les fruits. Si on voit qu'il y a plusieurs fruits qui sont malades, il faut traiter l'arbre. Peut-être même faut-il traiter le sol. Peut-être faut-il regarder le ciel. Des fois, il y a des pluies acides. Il faut regarder autour. Il ne faut pas rester centré uniquement sur la maladie de l'objet. Donc, il faut s'intéresser aux causes des maladies. En médecine chinoise, il y a 9 causes possibles aux maladies. Des causes qui, en plus, peuvent se combiner. Il y a les causes climatiques. Les climats étant, on l'a vu avec l'exemple des champignons, porteurs des virus. Il y a les causes émotionnelles. Les causes, pour le dire de façon plus technique, qui peuvent être psycho-affectives, comportementales. Les émotions ont un effet sur la santé. Ça a été expliqué depuis bien longtemps, mais ça a été oublié depuis. Il y a les causes alimentaires, les excès, les mauvaises habitudes, les mauvais aliments, les régimes inadaptés. Il y a des facteurs différents qui interviennent, mais l'alimentation est une cause fréquente de maladie. Il y a les différentes formes de surmenage, intellectuel, physique, sexuel, le manque de repos. Il y a les parasites internes, les parasites externes, les poux, les puces, bon ça c'est pas très important, mais on a aussi encore des parasitos internes, les vers, qui peuvent être des causes de maladie. On a les poisons, les intoxications, les maladies dues au fait d'avoir absorbé quelque chose de toxique. Alors là-dedans on peut avoir des produits, des addictions, des drogues, mais on va rentrer aussi dans le monde moderne, on n'est plus à l'époque des Borgia, mais on va rentrer plus dans les poisons, on va mettre aussi les médicaments. Les médicaments sont des drogues, les drogues sont des médicaments parfois, avec des effets secondaires et qui confinent parfois au poison, effectivement. Il y a les traumatismes, qui sont une cause bien connue de maladie, évidente à diagnostiquer, et pour lesquelles notre médecine occidentale a des réponses très efficaces. Il y a les épidémies, même chose, on est dans des logiques de guerre, donc on a des réponses à grande échelle dans notre médecine. On a les facteurs héréditaires, c'est la dernière des 9 causes, l'hérédité. Là encore, on a la recherche génétique chez nous, qui est d'ailleurs une façon restreinte de s'intéresser à l'hérédité, mais disons que voilà, on peut à travers le génome rechercher les origines héréditaires d'une maladie, mais ce n'est qu'une cause parmi 9. Tout basé sur la recherche génétique, c'est vraiment avoir une recherche extrêmement étroite dans le champ. D'autant plus, je vous l'ai dit, que ces causes peuvent se combiner. Et je pense qu'il faudra peut-être que, si ça vous semble intéressant, qu'on fasse une autre conférence sur les causes de maladie, approfondir un peu toutes ces causes. Parce que souvent chez nous, on a tendance à se figer sur une, à faire une obsession, dire il faut que tous les problèmes soient psychologiques ou tous les problèmes soient alimentaires, parce qu'on
On a soi-même une expérience, on est obsédé par l'idée de telle ou telle cause, et peut-être que la médecine occidentale n'y fait pas exception en ciblant uniquement, comme je vous le disais, les problèmes génétiques. Dans le Neijing, il y a par exemple un passage, donc dans cet ouvrage qui remonte à 300 avant Jésus-Christ, un passage qui explique par le détail comment certains chocs émotionnels précis peuvent provoquer, par l'effet de l'esprit sur le corps, une réponse cellulaire qui va entraîner un certain type de cancer ou certaines maladies dégénératives. On passe d'un problème psychologique, des causes émotionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure, psycho-affectives, à une maladie purement somatique. Tout ça pour dire que les causes psychologiques n'entraînent pas que des problèmes psychologiques, les causes somatiques que des problèmes somatiques, tout ça, ça s'interpénètre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Neijing dit de quelle qualité est l'art du médecin qui ignore cela. Il est dit aussi que le médecin qui n'a rien compris du début ne peut que dire l'heure du décès. Donc la prévention chez nous, c'est surtout des prédictions fatalistes, parce que comme on ne s'est pas vraiment intéressé à la cause, si on n'a jamais envisagé toutes ces causes possibles aux maladies, on s'intéresse qu'aux maladies elles-mêmes, on ne pourra jamais comprendre le mécanisme, on ne pourra jamais enrayer le processus. Donc elle est où la prévention ? Comment va-t-on pouvoir prévenir ? C'est impossible. De nos jours, on a encore des colloques en médecine pour savoir s'il faut prendre les émotions en compte dans certaines maladies. S'il faut prendre les climats en compte dans certaines maladies. Études scientifiques à l'appui, il y a des rhumatologues qui vont dire que les climats, c'est une vue de l'esprit, cette idée que les climats pourraient avoir un effet sur le rhumatisme. Ou les gynécologues vont dire que l'idée qu'il y a un lien entre les règles et la lune, c'est farfelu. Peut-être. Mais avant d'exclure abruptement des choses, il faudrait regarder vraiment plus largement l'histoire et voir qui fait les recherches en question, les études en question, sur quelle base, quels critères. Mais on ne va pas parler épistémologie maintenant. Ce qui nous ramène au conseil du Sowen, aux règles qui sont décrites dans ces textes anciens pour ne pas tomber malade, c'est la responsabilité première de l'individu dans le processus de la santé comme de la maladie. Et la nécessité pour le médecin de comprendre et de conseiller avant de commencer à droguer, à traiter. Parce que si on s'attaque directement à la maladie et pas à sa cause, je vous l'ai dit, la prévention est impossible. On ne peut pas prévoir la guérison. D'ailleurs, on ne la prévoit pas. Je vous l'ai dit, on sait déjà que les champignons vont repousser. On s'attend déjà à la rechute. Donc, ce que l'on va appeler prévention, c'est le retard de la rechute. J'ai reçu par exemple par mail, il y a 2 jours, le titre d'une conférence d'un congrès d'oncologie, à laquelle j'étais gentiment invité, mais je pense que j'ai reçu ça un peu par erreur. Ribociclib plus létrozole, la combinaison gagnante de la rechute tardive du cancer du sein. Voilà. Le ticket gagnant, on sait que vous ferez un cancer de rechute, mais vous le ferez plus tard grâce à ce traitement que vous allez prendre pendant X années. Ça reflète vraiment la logique d'une médecine qui se veut préventive, mais c'est de la prévention, j'allais dire que je qualifierais de pompier, vous voyez ? C'est-à-dire, on continue d'arroser pour éviter que le feu reprenne, hein, mais on finit par créer un dégât des eaux en plus, et on n'empêche pas qu'un incendie revienne un jour, parce que de toute façon, le pyromane court toujours. Quand c'est pas le pompier qui est pyromane, parce qu'on peut fabriquer des maladies avec les traitements préventifs en question. Mais je ne veux pas dire du mal des pompiers. On a des services d'ailleurs chez nous d'urgence parfaitement performants, mais comme par hasard, c'est toujours des services d'urgence. Les pompiers, le SAMU, la police. Ils ne sont pas dédiés à la prévention, ces services qui sont justement les fleurons, qui sont l'efficacité visible de nos systèmes d'intervention. Ce sont des professionnels du rattrapage de catastrophes qui font suite, eux, à un manque de prévention. Donc c'est peut-être pas à eux qu'il faut demander la prévention. Même si, à force d'intervenir, ils auraient peut-être des idées sur ce qu'il faudrait faire véritablement comme prévention.
Euh, beaucoup de patients se voient prescrire des traitements à vie. Et ils s'entendent dire généralement par le médecin, surtout ne l'interrompez pas, il vous empêche de tomber malade, ou de retomber malade. Donc, on suppose que le médecin pense faire de la prévention en prescrivant un traitement à vie. Mais, vu sous un autre angle, un traitement à vie, c'est tout sauf de la prévention. Puisque ça ne traite pas le problème. La preuve, c'est que dès qu'on arrête le traitement, le problème ressurgit. Donc, où est la prévention ? Non seulement dès qu'on arrête le traitement surgit, mais ça n'empêche pas forcément l'aggravation du problème. Moi, j'ai régulièrement des patients ou des patientes qui prennent depuis des décennies, par exemple, des traitements contre la tension artérielle et qui se font un AVC. Simplement, ils ont eu le plaisir d'avoir une tension normale à la prise des examens pendant un certain temps, ça couve en dessous, mais dès qu'on arrête le traitement, on sait que ça remonte, et un jour, ça ne les empêche pas de se faire un AVC. Donc, ça peut même favoriser parfois la maladie, parce qu'un traitement à vie, c'est un traitement béquille. Et quand on marche avec des béquilles, nos jambes se ramollissent. Donc, non seulement, c'est pas du tout de la prévention, c'est de l'aggravation sournoise qui est traitée ainsi, qui est générée ainsi. En plus, les médicaments les plus puissants s'accompagnent des effets secondaires les plus nocifs. Donc, j'ai encore eu aujourd'hui un patient en consultation qui a 33 ans et qui, depuis l'âge de 3 mois, prend de la dépakine et du rivotril. Donc moi, je ne fais pas de la médecine occidentale, mais si vous allez sur Internet ou si vous regardez sur un Vidal ou un Dorose, vous allez voir que c'est quand même des produits qui posent quelques petits problèmes. Ça fait 30 ans qu'il prend ça. Et pourtant, il y a eu des études qui ont montré la dangerosité des choses. Il a fallu 20 ans pour arrêter le Mediator. Et il y a des médecins qui ont donné ça, peut-être avec des arguments préventifs. Quand un médicament violent donne des effets secondaires, sur le temps, ça nécessite la prise d'autres médicaments, qui eux-mêmes ont des effets secondaires, qu'on va donner préventivement pour éviter les effets secondaires. Là encore, on ne parle pas de la même prévention. Une autre façon de faire de la prévention dans nos pays, c'est de faire souvent des examens. On reçoit des documents pour dire « faites-vous bien dépister », dépistage, prévention. Un dépistage, c'est surveiller bien, voir s'il y a des champignons. C'est déjà un petit peu en aval de la pathologie par rapport à ce qu'on a vu au niveau du terrain, au niveau des causes de maladie. Mais admettons que les examens permettent de dépister rapidement quelque chose. Ils ne sont que des indicateurs, ces examens. Dans le temps, un examen s'appelait un examen complémentaire. On faisait d'abord une analyse clinique du patient, et puis, si on le jugeait nécessaire, on faisait certains examens précis, alors que chez nous, c'est plutôt maintenant devenu batterie d'examens systématiques, et parfois engagement d'un traitement, alors même que le patient ne se plaint de rien. Et on se dit, donc je fais de la prévention, puisque l'examen a décelé quelque chose, alors que le patient n'a encore rien. Sauf que peut-être qu'on traite quelque chose que le corps aurait pu régler autrement. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas expliquer pourquoi cet examen il subit une anomalie. Il n'y a pas la question du pourquoi, encore une fois. Donc, l'examen et le traitement consécutif à l'examen c'est d'ailleurs assez primaire en général. C'est-à-dire vous avez un taux de ceci qui est trop haut ou trop bas, ben on va donner le médicament qui fait monter ou baisser. C'est-à-dire qu'on est content parce que l'examen suivant dit que c'est mieux. Vous avez une fuite de calcium, donc on vous fait prendre du calcium. Moralité, le niveau est bon, sauf que, évidemment, votre corps le fixe encore moins puisqu'on lui en donne, alors qu'il n'était déjà pas capable de le fixer.
Donc c'est comme si vous aviez une fuite d'eau dans votre baignoire et que le plombier vous dise de faire couler les robinets pour garder le niveau d'eau dans la baignoire. Évidemment, le marchand d'eau est content parce que vous n'arrêtez pas d'alimenter, mais le trou s'agrandit, mais il ne s'est pas embêté à chercher la cause de la fuite. On est dans cette logique-là avec certains examens. Donc, il faudrait vraiment voir pour une pathologie donnée si la variante de l'examen est normale ou pas, avant d'engager un traitement. On a vu le scandale des statines. Et si on prend l'exemple de la tension artérielle, quand vous prenez de l'âge, vos vaisseaux sont moins souples. Donc, ils absorbent moins la pression, ils relayent moins la pression du cœur, et donc il faut une pression un peu plus forte du sang passant dans le vaisseau pour alimenter, par exemple, le cerveau. Donc une personne âgée va avoir naturellement la pression qui augmente pour continuer de garder un petit peu de mémoire, de ne pas avoir les fils qui se touchent trop vite. Mais si on regarde uniquement la tension, disons, oh ben non, vous avez trop de tension parce qu'il faudra avoir la même tension que quelqu'un de 20 ou 30 ans, ben on va être tout content de lui baisser la tension parce qu'on a peur que effectivement le vaisseau lâche. Sauf qu'en même temps, la personne peut-être pouvait encaisser cette tension un peu supérieure, mais par contre, elle a des pertes d'équilibre, elle a des pertes de mémoire, et elle a des nouveaux problèmes alors qu'elle n'a jamais eu véritablement le précédent, parce que sa tension n'était pas forcément si haute que ça. Parce qu'on n'a pas compris que cette tension avait un rôle à jouer dans son fonctionnement. Et puis un petit gros et un grand maigre, ils n'ont pas le même système vasculaire, ils n'ont pas la même pression intérieure, et peut-être que la même tension chez les deux n'a pas la même signification clinique. Vous voyez, Astérix et Obélix, ils n'ont pas la même tension, certainement. Mais ils ne sont peut-être pas malades ni l'un ni l'autre. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on a des examens qui sont standards pour toute une population, alors qu'il n'y a pas de personnes pareilles. Et puis les examens, c'est comme le GPS, des fois ils vous disent que vous êtes dans les champs alors que vous êtes encore sur la route. Des fois, ils vous disent « Non, non, vous êtes sur la route. Non, vous êtes dans les champs. » Donc, effectivement, on ne peut pas se fier uniquement à des choses extérieures à nous-mêmes pour faire un diagnostic, ni pour faire de la prévention sur le plan de traitement. Il faut chercher la cause. Sinon, on sera forcément dans des traitements béquilles à vie. Pour le cholestérol, pour la tension, pour le sommeil, pour le calcium, pour tout ce qu'on veut, c'est toujours des traitements palliatifs quelque part, et leurs effets secondaires. Donc on met le doigt dans un engrenage sans fin, un engrenage médicamenteux. Donc en médecine chinoise, la vraie prévention, c'est le diagnostic individuel. Ce qui est bon pour telle personne ne l'est pas forcément pour telle autre. Le qui à quoi? Qui êtes-vous? D'où vous venez? C'est quoi votre origine? C'est quoi votre métier? Vous avez quel âge? Qu'est-ce que vous mangez? C'est quoi vos soucis? C'est les questions que posait le médecin de famille d'antan. Qui êtes-vous et de quoi souffrez-vous? Si je sais qui vous êtes, je peux peut-être mieux comprendre pourquoi vous souffrez de quelque chose. Trouver une des 9 causes, ou plusieurs de ces 9 causes qui peuvent avoir généré un dysfonctionnement. Parce que vous pouvez vous permettre de boire un petit coup de vin, de fumer une cigarette de temps en temps. Pour vous, c'est dangereux. Parce que vous vivez dans un bâtiment surchauffé alors que vous êtes marin-pêcheur dans le froid et l'humidité, donc la cigarette n'a pas le même effet sur les deux. Qui a quoi? C'est ça qui permettra de faire de la vraie prévention et de ne pas donner des conseils identiques à tout le monde, qui peuvent certes faire du bien à certains. Alors on va sortir ceux qui auront été bénéfiques, ceux qui auront bénéficié de nos conseils, on va les médiatiser, mais ceux que ça aura esquinté, on va les cacher sous le tapis. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que chaque patient aille mieux à partir des conseils qu'on lui donne. Pareil pour les traitements, c'est pas la puissance du traitement qui va faire l'efficacité du traitement de la maladie et encore moins de la prévention de la maladie. En médecine chinoise, l'efficacité d'un médicament, comme d'ailleurs d'un point d'acupuncture ou d'un conseil, c'est son adéquation par rapport aux besoins du patient, par rapport au problème. C'est pas sa puissance intrinsèque, c'est pas parce que je vais gueuler mon conseil qui va être plus efficace, c'est parce qu'il va toucher la personne. C'est pas parce que je vais faire des points nombreux ou qui font mal que je vais être un acupuncteur plus efficace. Sinon tous les moustiques pourraient aussi être acupuncteurs, c'est parce que je vais piquer le bon point, simplement. Il y a une anecdote comme ça d'un garagiste
qui reçoit un véhicule, et son propriétaire dit « Je viens vous voir parce que je suis allé chez tous les concessionnaires, il y a un bruit dans cette voiture, personne n'a trouvé, elle est passée sur tous les bancs, enfin, vous imaginez l'analogie que je suis en train de faire avec les batteries d'examen, mais ils n'ont rien trouvé, et j'ai toujours ce bruit. » Et donc le vieux garagiste dit « Ok, il regarde, il ouvre le moteur, il fait tourner le moteur, il va chercher un marteau, il met un coup de marteau à l'intérieur du moteur, il fait tourner le moteur, plus de bruit. » Donc le propriétaire le remercie, il lui dit « Je vous dois combien ?» Il dit « Ça fait, je sais pas, 51 €. Il dit « D'accord, mais pourquoi 51 €? » Il dit « Il y a 1 € pour le coup de marteau, mais il y a 50 € parce que j'ai su, il fallait le mettre. » Donc, on parlera plus tard, peut-être aussi dans un futur webinaire, des caractéristiques d'un bon praticien de médecine chinoise, et on parlera du prix. Hein. Mais dans le prix, il y a généralement aussi le fait que les gens savent où ils mettent le coup de marteau, et ça c'est important. Donc, quand on est malade, on devrait pouvoir demander à son médecin de nous expliquer ce que l'on a, pourquoi on l'a, comment on l'a attrapé, comment va agir le traitement qu'on nous propose pour régler ce problème. Qu'est-ce que nous on peut faire personnellement, puisque c'est notre problème, et que quelque part, peut-être on a participé à sa genèse, pour faire en sorte qu'il ne revienne pas, et pas se fier uniquement aux médicaments. Vous voyez, pas se faire déposséder de la maladie. Mais le problème, c'est que chez nous, l'exemple du coup de marteau, il va faire sourire un certain nombre de personnes. Quand on a investi dans un matériel extrêmement coûteux d'examen ou de traitement, des produits, moi j'ai des patients qui prennent des médicaments qui coûtent 2-3 000 € la semaine ou 5 000 € l'injection. Et après on vient dire la médecine chinoise c'est cher quand même, c'est pas remboursé. Quand on fabrique des médicaments comme ça, je n'ai jamais compris comment, enfin, ce qui pouvait justifier le prix de vente derrière, mais bref. En tout cas, on cherche toujours à rentabiliser, à amortir l'investissement. On a un appareil pour faire des imageries médicales, ben, on le fait tourner. Il faut remplir les lits. Et là apparaissent des notions qui n'ont plus rien à voir avec la prévention. Passer un séjour à l'hôpital pour faire une batterie d'examen, c'est pour la personne ou c'est pour faire tourner le matériel? Des fois, on se pose la question. Les notions de rentabilité et de profit ne sont pas des notions médicales, mais elles régissent la société de consommation dans laquelle on vit. Il faut en être conscient. La prévention, ça peut être un jackpot. C'est un peu comme les assurances, on peut nous caser des traitements au motif de prévention de certaines choses, parce que ça pourrait arriver. Et ça tombe bien, on a le produit pour ça. Manque de peau, on n'a pas la maladie. Ben, c'est pas grave, vous pourriez l'attraper, donc prenez-le. Donc on peut agiter parfois des spectres imaginaires. Alors vous avez peut-être trouvé que j'exagère et que je critique beaucoup, mais parfois, prévenir, c'est dénoncer aussi. Il y a eu le scandale des campagnes vaccinales pour la grippe. Hein. On a un stock de vaccins, c'est pas le bon, c'est pas la bonne souche, mais allez, on le vend quand même. On le fait prendre quand même. Donc, on va vous faire prendre des choses inadaptées aux risques réels. Hein. On parlait tout à l'heure des statines. On fait baisser le seuil disons, dans les examens, on va faire baisser de quelques points le seuil acceptable. Disons, arrivé là, on va dire, il y a un risque de maladie. Donc, ben, hop, il y a 3 millions de personnes qui se retrouvent potentiellement malades du cholestérol, et hop, ça fait 3 millions de boîtes à vie, vraisemblablement, prescrites en plus. Donc il y a un lobbying qui est fait là-dessus, au sacro-saint nom de la prévention, mais est-ce que c'est vraiment de la prévention? Donc on est à une époque où la prévention, elle est à la fois le prétexte et la victime d'une politique de santé qui est régie par des lois de la finance.
il faut aussi se poser cette question à propos de qu'est-ce qu'une médecine préventive, hein, de cette prévention-là. Parce que, en dépit de gros titres parfois qu'on voit dans la presse, il faut savoir que, et je pense que les gens qui sont dans le monde de la pharmacie ne me démentiront pas, les laboratoires n'ont pas trouvé de nouvelles molécules depuis bien longtemps. Hein. Il n'y a pas de nouveaux médicaments, il y a des nouveaux emballages, il y a des nouveaux mélanges, mais les molécules sont toujours les mêmes. Par contre, on nous a inventé de nouvelles maladies pour pouvoir écouler d'anciennes molécules. Ça, c'est la prophétie du docteur Knock, que vous avez tous reconnu sur la photo qui annonçait la conférence. Hein, et relisez Jules Romain, ou regardez le film avec Louis Jouvet, Knock, tout est dit, tout est là, de la prévention. Hein, tout bien portant, disait Knock, est un malade qui s'ignore, vous savez. Ben, on est dans cette philosophie actuellement. Depuis une décennie, les laboratoires dépensent plus d'argent en marketing et en promotion de leurs produits qu'en recherche. Donc, parce que c'est un investissement qui est plus rentable, tout simplement. Donc, quand je dis nouvelle maladie, il faut quand même voir que même le fait de vieillir est devenu une maladie. Vous avez un problème des douleurs, ah oui, c'est l'arthrose. Ben oui, à partir du moment où on arrive à l'automne de la vie, la sève redescend, le bois sèche, oui, on se déminéralise un petit peu. Alors l'ostéoporose, c'est une vraie maladie, mais l'arthrose, tout le monde en a à partir d'une ménopause ou d'une andropause. Donc médicaliser un phénomène naturel, la ménopause, c'est pas une maladie, la ménopause. L'andropause non plus. Alors ça s'accompagne d'affaiblissement, de virages biologiques qu'il faut prendre en compte et qu'il faut accompagner. Il faut peut-être renforcer des faiblesses, il faut peut-être traiter des conséquences, mais de quelle manière on les traite? Est-ce qu'on génère de nouveaux problèmes? Tout est là. Donc, il faut savoir si on accepte certains troubles qui sont quelque part naturels, si on les prévient justement par des mesures qui peuvent être d'ordre, par exemple, diététique. Ou est-ce qu'on part tout de suite sur des traitements à vie sous prétexte qu'on va avoir ça tout le temps? Dans le domaine des maladies psychiques, c'est incroyable. Hein. Le DSM-5, le rapport des Américains des maladies mentales, psychologiques, je ne sais plus, je crois qu'il vous donne 3 semaines pour faire votre deuil quand vous perdez quelqu'un qui vous est cher. Après, c'est de la dépression. Et c'est parti pour les antidépresseurs. Vous avez 3 semaines pour être triste. Donc, on transforme en névrose ou en psychose le moindre truc qui est plus tout à fait normal si vous n'êtes pas bien à temps plein. Donc, du coup, le nombre de pathologies mentales, il est passé, ou psycho-affectives, il est passé de, je ne sais plus, d'une vingtaine à plusieurs centaines en quelques décennies, parce qu'on vous invente comme ça des nouvelles phobies, des nouveaux trucs, les troubles de l'attention, l'hyperactivité, mais tout ça, c'est des noms qu'on donne à des choses qui peuvent être normales. Je vois une patiente qui vient me voir, qui me dit qu'elle a perdu son mari, voilà, et elle dit je suis dépressive depuis, et puis je vois une patiente en mission humanitaire qui a perdu son mari, elle dit je suis triste. Voilà. Sauf que dans un cas, il faut vivre aussi ces choses-là et ne pas forcément les médicaliser systématiquement. Mais on va dire, je fais de la prévention de la dépression, peut-être, si je vous donne un traitement, mais non, on ne prévoit rien du tout. Si on veut faire de la prévention de la dépression, on va expliquer à la personne pourquoi la mort, c'est pas une maladie. Ça sera un vrai traitement. Il y a aussi, je vous parlais des examens, si on multiplie les analyses, vous faites des examens régulièrement, il y aura toujours un moment où ça ne va pas être dans les clous. Parce qu'on a des biorhythmes, on n'est pas toujours à l'identique. On peut être énervé, on peut être stressé, fatigué, et du coup, il va y avoir des variations. Donc, si on multiplie les examens, on multiplie les risques d'avoir des problèmes. On met le doigt dans un engrenage. Moi, j'ai passé 50 ans, j'ai pas l'air, hein, mais si. J'ai reçu, par exemple, un truc sur le cancer colorectal, le dépistage, vous voyez. Mais moi, j'y vais pas. Alors, faites ce que vous voulez, je ne suis pas en train de
faire l'apologie de l'autruche. Mais je dis simplement, bon, quelqu'un qui n'a strictement aucune notion médicale peut peut-être se poser des questions différemment, mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons qu'une personne a un peu d'hémorroïdes, par exemple, et qu'elle a un peu de sang dans les selles, bah ça y est, bingo, elle est partie sur une batterie d'examens parce que elle a peut-être un cancer. Alors après, on va peut-être lui dire, c'est pas le cas, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu des études comme ça dans le dépistage du cancer du sein dans les pays nordiques, qui a montré qu'il y avait un surdiagnostic des cancers du sein. Et c'est là où la prévention devient vraiment quelque chose de, je dirais, dangereux, cette idée de prévention-là. Parce que, effectivement, il y a une étude qui a été faite, par exemple, sur des jeunes femmes décédées par accident, dans l'âge de la trentaine. Et chez toutes ces femmes, il y a eu des biopsies faites systématiquement pour voir s'il n'y avait pas des cancers in situ. Ils ont trouvé dans 33% d'entre elles, je crois, des cellules anormales. Ce qui veut dire que du vivant de ces jeunes femmes, il aurait été légitime, à partir de ces examens, qui étaient partis vraiment dans le détail, d'engager peut-être un protocole de chimiothérapie. Or, moins d'1% de ces femmes avaient statistiquement une chance de développer un cancer dans je ne sais plus quel nombre d'années. C'est-à-dire que pour la quasi-totalité d'entre elles, on aurait engagé une chimiothérapie pour rien. Donc, les examens qui permettent de partir dans l'infiniment petit vont forcément trouver quelque chose. Et au nom de la prévention, on va engager un traitement. Sauf que c'est le traitement qui va commencer à poser un problème, alors que la personne n'aurait peut-être jamais rien eu. Donc c'est une grosse question, à partir de quand on fait quelque chose? C'est un débat qui n'est pas clos. Mais en tout cas, on a la chance dans les médecines traditionnelles de ne pas pouvoir partir à l'intérieur du corps et d'attendre que le corps manifeste le fait qu'il a du mal à gérer quelque chose pour dire « bon ok, je vais t'aider ». Parce que tant qu'il gère quelque chose, on considère qu'il est capable de faire le travail, donc on n'a pas besoin de faire cette prévention-là, qui est en fait de l'interventionnisme déguisé en prévention. Si je prends votre visage en photo, par exemple, et que je grossis la photo jusqu'à voir chaque pixel, je vais forcément trouver des pixels anormaux, des bleus, des verts, des noirs, des marrons. Et si je vois votre photo à côté et que je vois ces pixels et que j'entreprends de corriger chaque pixel, chaque cellule anormale, hein, ça c'est pas bon ça. Je vais les corriger, mais si je dézoome la photo après, vous n'avez plus visage humain, vous ressemblez à un personnage de cartoon. Donc, à vouloir corriger la nature, on fabrique des choses qui sont plus naturelles. Donc, jusqu'où la médecine va manipuler comme ça les choses dans la génétique, dans la thérapeutique, on ne sait pas, mais est-ce que ça fabrique vraiment une vraie prévention et un monde meilleur? On peut se poser la question. La vraie prévention, du coup, j'ai assez déblatéré. La vraie prévention, chacun se fera son idée, et pour moi, c'est une politique de paix, pas une politique de guerre. Elle doit viser le terrain. Elle doit présupposer une compréhension avec une remontée en amont des causes des maladies. Donc une compréhension du patient, de ce qui a pu le rendre malade, et pas seulement de ce qui apparaît comme maladie. Il y a la prise en compte de l'individu dans la prévention. On ne peut pas traiter à l'identique tout le monde et prétendre faire de la prévention parce que cette prévention-là, elle va faire des cartons sur certains patients. Une campagne vaccinale, ça peut sauver certaines personnes et en détruire d'autres. Pourquoi? Parce qu'on donne la même dose ou le même cocktail à tout le monde sans prise en compte des particularités individuelles. C'est dommage, parce que le principe vaccinal, on l'a dit, il est bon, mais on ne peut pas l'étendre à toutes les maladies et le donner à l'identique pour tout le monde. C'est-à-dire que si on voulait que la vaccination soit quelque chose de vraiment bien, parce que c'est quand même une thérapie à risque qui consiste à inoculer un virus atténué pour faire travailler des défenses, il faudrait tenir compte de l'individu, adapter les dosages, et donc ça voudrait dire qu'on ne peut plus le fabriquer de façon industrielle. Donc ça n'intéresserait plus personne. La base de la prévention, on l'a dit, une vraie prévention, c'est une prévention qui ne va pas commencer à miser sur des traitements, des médicaments, mais qui va miser
sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, sur la nourriture, sur le rythme de travail, sur le fait qu'on fait ou pas de l'exercice, hein, sur les émotions, qu'il faut parfois prendre des problèmes sous d'autres angles pour arrêter de se faire des cheveux blancs pour rien, hein, et éviter au maximum de prendre des médicaments. Ne prenez pas de médicaments, disait le dicton ancien. C'était de la prévention, c'était un souhait de bonne santé, de rester en bonne santé. Nous sommes des êtres organiques. Dans notre corps, si on veut être en bonne santé, il faut mettre des choses organiques. Si on met des choses modifiées génétiquement, comment peut-on espérer que notre organisme va réagir organiquement, naturellement, positivement? L'autre fois, j'ai acheté des tomates, et puis j'étais parti une semaine, j'avais oublié les tomates dans le frigo. En revenant, j'ai retrouvé les tomates, il y en avait 3, et elles étaient tout aussi fraîches que quand je les avais mises. Elles n'avaient pas bougé. À peine une petite ride, mais rien, quoi. Ça m'a plutôt posé question, et donc je me suis dit, tiens, je vais les laisser voir un peu. Je les ai laissés 3 mois dans le frigo, et un peu fripées, mais on aurait pu les prendre et les manger comme ça. Mais moi, elles m'ont fait peur, ces tomates. C'était la pomme de Blanche-Neige, quoi, avec l'inoculation de la sorcière dedans. Elle a l'air belle, la pomme, mais elle n'est pas naturelle. Parce que si on mange cette tomate-là, nos cellules non plus, alors c'était des tomates irradiées, bon. Mais irradiées volontairement pour la conservation. Hein. La grande distribution, ça l'arrange que les produits ne se décomposent pas. Tout ce qui est périssable, c'est terrible pour la grande distribution. Le lait, on le crame à ultra haute température, il n'y a plus d'enzymes dedans, donc ce qui fait que quand on le boit, il n'est plus du tout digeste. Et après, on va dire, vous êtes intolérant au lait, le lait, c'est pas bon. Ben non, c'est pas le lait qui est pas bon, c'est ce lait-là qui passe pas, parce que c'est plus du lait qu'on digère, mais le lait de la vache... Enfin, moi, je connais des personnes qui sont intolérantes aux produits laitiers et qui sont venues avec moi en mission humanitaire en Inde. Comme par hasard, là-bas, ils buvaient du lait et tout passait bien. Puis en revenant ici, ça recommençait. Mais quel lait? Et tout est comme ça. Le pain, le gluten, bah oui, mais quel pain? Etc. Donc, si on consomme des choses normales qui ne sont pas bombardées à la chimie, aux rayons, enfin, qui sont autant de bombes à retardement, elle sera là, la vraie prévention. On nous vend, j'allais dire, des chaises électriques. C'est pas des chaises qui montent à l'étage électriquement, hein, pour pouvoir arriver en haut, faire du vélo d'appartement, pour faire un peu de gymnastique avec les jambes. Utilisez vos escaliers, profitez-en. On fait déjà plus d'exercice. C'est une chance d'avoir encore des escaliers. Vous voyez, la prévention, ça va être, on l'a dit, l'exercice, les choses comme ça. Prendre des médicaments à vie en pensant que c'est ça la vraie prévention, c'est s'empoisonner sans véritablement se traiter. Hein. Et par contre, un traitement à vie, je ne vous raconte pas, votre pharmacien, il a envie de vous faire un cadeau à la fin de l'année, j'espère. Alors, les exemples que je viens de prendre, vous voyez, le fait qu'un certain laboratoire ait racheté un certain fabricant de substances OGM, montre que aux États-Unis, la Food and Drug Administration, vous voyez, comme par hasard, les drogues et la nourriture, c'est la même boîte. Hein. Donc c'est devenu un seul organisme tout ça, les marchands de médicaments et les marchands de nourriture modifiée. Ça devrait nous mettre un peu la puce à l'oreille sur ce monde meilleur qu'on nous prépare. La brève prévention, ce sont des choses simples et naturelles, ce sont des conseils et des traitements individualisés. C'est une médecine capable d'adapter ces traitements aux individus et non pas capable d'adapter les individus aux traitements, à des protocoles, à rechercher un marché pour un produit. Une vraie médecine préventive, c'est une médecine qui doit se poser la question du pourquoi avant la question du comment. Vous avez remarqué, quand il y a une nouvelle maladie, tout de suite, c'est « faut trouver un traitement ». Non, non, et attends, d'où elle sort? Pourquoi? Tout a une cause.
Se poser d'abord la question du pourquoi. C'est très fréquent que des patients appellent en disant « Est-ce que vous pouvez traiter cela ?» Je dis « Je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne les ai pas vus, il faut que je fasse un diagnostic, que j'essaye de comprendre qui vous êtes, ce que vous avez, pourquoi, puis bon, a priori, d'après ce que vous me dites, peut-être, mais il faut voir. Il y a des cas, c'est facile, des cas, c'est pas facile, des cas, je comprends rien, on ne sait pas. Mais il faut se poser d'abord la question du pourquoi, c'est une question d'honnêteté intellectuelle, avant la question du comment. Mais se poser la question du pourquoi, il y a peut-être des raisons aussi pour lesquelles on ne se la pose pas. Peut-être que ça remettrait en question notre mode de vie, notre façon de vivre. La recherche sur le cancer, ça fait 40 ans qu'on nous dit, ou 50 ans qu'on nous dit on touche au but. Hein, la recherche avance, données pour le cancer, enfin, pardon, vous voyez, c'est un lapsus révélateur, pour la recherche sur le cancer, pardon. 10% de progrès thérapeutique en plus, là je prends, je crois, les chiffres du cancer du sein, et 40% de cancer en plus. Ça veut dire qu'on ne cherche peut-être pas au bon niveau de prévention. Où sont les vrais ennemis? Où sont les vraies choses à éviter? Nous, ce qu'on nous propose, c'est des campagnes anxiogènes, qui, elles, vont fabriquer des cancers. On va vous vendre vous allez à l'hôpital, vous voulez offrir à boire à la personne qui est à l'hôpital, en bas vous trouvez du Coca-Cola, vous trouvez de l'eau osmosée, mais vous ne trouvez pas un coup de rouge à offrir, ou du lait cru. Donc, on vous propose des protocoles de chimio, de radiothérapie, d'hormonothérapie préventive, mais on ne se demande plus si on est bien ou maltraité. En vérité, on devrait se demander juste dans quel groupe expérimental on est en train de se trouver. Pour le bénéfice final de quel laboratoire, peut-être. Donc, je l'ai déjà dit dans une conférence précédente, on a une médecine qui est capable de prodiges, vraiment, dans les domaines de l'urgence, de la gravité. Mais la prévention n'est visiblement pas son fort, ni, je pense, son but. Et c'est là où, encore une fois, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une collaboration entre les médecines traditionnelles, la médecine chinoise étant la plus développée d'entre elles, et la médecine occidentale. C'est à vous de choisir quelle médecine vous voulez utiliser pour quel problème, quelle médecine vous voulez étudier pour soigner quoi. Les deux médecines sont efficaces, mais elles n'ont pas les mêmes objectifs, elles n'ont pas les mêmes moyens, elles n'ont pas les mêmes préoccupations. Si vous voulez devenir un bon médecin généraliste, je dirais d'avant Knock, peut-être que ce serait intéressant de commencer, ou à minima de compléter la formation par des éléments de médecine traditionnelle. Mais on peut même aller plus loin. Une vraie prévention, elle dépasse le cadre de la médecine et de l'individu. Parce que la prévention, c'est aussi celle de ceux qui vont nous suivre. On fait les choses pour ceux qui vont nous suivre aussi. L'être humain est un produit de la nature. Ce sont les souffles du ciel et les battements de la terre qui battent en nous à travers notre souffle et les pulsations de notre sang. On fait partie d'un cercle de la vie. Donc, si on brise ce cercle, si on détruit, si on pollue l'air, si on décime les espèces naturelles, on réduit la biodiversité, on manipule le vivant, on va durer combien de temps? Où est la prévention? La prévention, c'est aussi de prendre soin de ce qui est autour de nous, de notre grand-mère et de notre grand-père. Donc la prévention de la santé humaine, pour s'inscrire dans la durée, elle passe par la protection de la biodiversité, par la lutte contre la pollution et contre ceux qui polluent, par la réduction du bilan carbone. Donc ça veut dire, la prévention, c'est aussi de consommer du local, de saison, c'est aussi éviter les apprentis sorciers, c'est laisser les viandes de batterie dans les grandes surfaces et aller voir le petit producteur du coin, et aller le voir à pied, en vélo, s'il n'est pas trop loin. Voilà. Si on a un bout de jardin, c'est de faire pousser quelques légumes, c'est de mettre une poule pour manger les œufs.
C'est de laisser les restes pour les oiseaux, parce qu'ils ont disparu. Depuis les années 60, il n'y en a plus que la moitié. Hein, et que quand les oiseaux ou les abeilles ne seront plus là, on pourra commencer à faire un compte à rebours. C'est une survie à court terme. Côté mental, c'est de se reposer un petit peu, c'est de penser à dormir, c'est de remplacer les machines à café dans les grandes entreprises par des hamacs. Hein. Et vous voyez que c'est pas pour demain, parce que le sommeil est un temps mort. On vivra plus vieux et en meilleure santé si on dort plus. C'est pas un temps perdu, ce n'est un temps perdu que pour la productivité. Si on veut faire de la prévention, on va éteindre son téléviseur, un petit peu. Une information par semaine, ça suffit. Le reste du temps, ça va vous fabriquer de l'angoisse pour rien. On le sait, qu'il est arrivé telle chose, c'est pas la peine de le passer en boucle. Hein. Donc, il va falloir réapprendre à penser par soi-même, au lieu d'écouter toujours ce qui nous est dit. Hein. Il faut relire Knock, mais il faut aussi relire Molière. Hein. Parce qu'on est encore dans la médecine de Diafoirus, vous savez, le médecin du malade imaginaire, qui parle latin pour masquer son incompétence et faire en sorte qu'on ne le comprenne pas, et dont les traitements empirent l'essor des malades. On est dans la médecine de Diafoirus et de Knock. Donc, en tout cas, en matière de prévention, on est le bien portant qui est un malade qui s'ignore, et ça, c'est pas quelque chose, il serait temps d'arrêter ça, ce serait déjà un élément de prévention en soi. Alors, je ne vais pas lancer une fatwa par internet, parce que c'est pas ma culture, mais voilà, si vous avez l'occasion de réécouter cette conférence, alors je vais avoir des likes ou des pas likes, je m'en fous, mais c'est une question de survie, c'est une question importante de santé publique. Il faut réfléchir à toutes ces choses. Voilà, donc s'il y a des questions qui sont passées pendant cette conférence, elle va se poursuivre avec quelques réponses, quelques échanges. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bien, un peu de temps a passé entre le moment où je vous ai parlé et le moment où je reprends l'antenne. Il n'y a pas eu de questions particulières posées suite à cette conférence. J'espère que c'est pas parce qu'elle était incompréhensible. J'espère que c'est pas non plus parce qu'au nom de la prévention, vous avez décidé de vous coucher plus tôt avant la fin. Toujours est-il que la prochaine conférence traitera de la question de la reconnaissance de la médecine chinoise dans nos pays, question qui, je pense, devrait susciter quelques questions supplémentaires, parce que ça travaille un certain nombre de personnes qui souhaitent étudier cette médecine et se demandent s'il est possible de la pratiquer. Voilà, bonne continuation à vous et à la prochaine conférence.